Il y a un garçon qui a dit une très jolie chose, c'est Georges Pernou, quand il disait Jacques Rougerie, mais il n'a pas 30 ans d'avance, il a 30 ans de retard. Ça voulait dire en clair que c'est la société qui est en retard par rapport à ce qu'il pourrait faire vis-à-vis de la mer, de son intégration au monde sous-marin, et dans son intégration, comme son intégration au monde de l'espace. Il y a un décalage qui est en train de naître entre le monde de l'espace et le monde sous-marin, ce qui est très dommage. La conquête du monde de l'espace se développe beaucoup plus. Alors que la mer est si proche et si nécessaire dans le devenir de l'humanité, dans ce qu'elle peut apporter. Nous sommes au cœur de Paris, au cœur d'une péniche, au cœur d'une passion, l'architecture de la mer, au cœur de l'atelier où se crée justement cette passion des maisons sous-marines, dans un espace donc qui est en deux parties, c'est-à-dire que l'aquarium, où il y a les esturgeons, juste derrière moi, sépare l'atelier, donc le travail, et l'autre partie de l'autre côté qui est la partie vie. Un des endroits que j'aime beaucoup, c'est cet espace aquatique qui en réalité a deux fonctions. Première fonction, évidemment, c'est une fonction technique de ballaster donc la péniche, de la stabiliser. Et la deuxième fonction, c'est le plaisir, car je plonge à l'intérieur de cet espace, donc avec les esturgeons, et j'amène aussi des enfants ou des adultes plonger avec moi, et je rentre à l'intérieur de cette bulle d'air qui est sous l'eau, cette structure qui est une mini maison sous-marine, à l'intérieur de laquelle j'écoute de la musique sous l'eau. Quand j'étais enfant, je ne pensais pas du tout devenir architecte. Par contre, j'étais passionné de la mer, par la mer. Et c'est vers l'âge, après avoir fait des études de musique, et donc vers l'âge de 18 ans, que j'ai décidé de devenir architecte, et là, architecte de la mer. Dès le départ de mes études d'architecture, je me suis lancé dans cette idée d'habiter la mer. Donc dans cet espace, il y a plus de 120 projets qui ont été donc étudiés pendant ces 20 ans de recherche avec toute l'équipe. Là, il y a l'aquascope, l'aquaspace, aquabulle et le dernier projet. Alors, le dernier projet, on a décidé de faire 100 jours sous la mer dans Aquaspace Lab, un laboratoire qui va servir pour la recherche scientifique. Et donc, pendant 100 jours, j'ai la chance d'y participer. 4 personnes vont séjourner et pouvoir sortir 3 à 4 heures par jour pour travailler sous la mer en biologie marine ou en entraînement sur les trainings, c'est-à-dire tout ce qui est lié au monde de l'espace. Depuis 20 ans, donc, nous avons réalisé un certain nombre de projets de maisons sous-marines. Les premières maisons sous-marines, enfin la première maison sous-marine qui est notre fleuron, qui reste toujours notre fleuron, c'est Galatée, donc qui a été construite en 1977. Puis après, nous avons fait Aquabulle en 1978, Hippocampe en 1981. Donc ce sont vraiment des maisons qui ont été construites, expérimentées. Et maintenant, là, nous avons un projet Aqualab Space, qui est une autre maison sous-marine. Nous avons fait parallèlement des engins pour que le grand public puisse aller sous la mer en toute sécurité, donc des sortes de trimarans semi-submersibles, comme un sous-marin, donc, qui s'enfoncent sous la mer par moins de 2 mètres. Ce sont les aquascopes. Il y a eu aussi l'aquaspace, le vaisseau océanographique avec lequel j'ai traversé l'Atlantique. Et puis, il y a eu les grands projets de centre de la mer comme Brest, donc Océanopolis, Nausicaa à Boulogne-sur-Mer, l'aquarium de La Rochelle, et nous sommes à l'heure actuelle sur d'autres projets. Comment imaginer un habitat sous-marin? Un habitat sous-marin, bon, bien sûr, je suis donc architecte, mais je dois tenir compte d'un certain nombre de paramètres, et on ne peut en aucun cas se référer à des paramètres terrestres, puisque je vous rappelle, une maison sous-marine, c'est dans 3 dimensions, enfin c'est dans un espace en 3 dimensions, c'est-à-dire c'est suspendu comme un ballon sous la mer,
Et donc, on n'aborde pas une maison sous-marine comme on aborde une maison terrestre. Ce ne sont pas les mêmes contraintes. Et nous sommes partis pour essayer d'imaginer ces maisons sous-marines en fonction de tous les paramètres que je viens de définir, de partir de la bionique, c'est-à-dire l'observation de la faune marine et d'essayer de tirer des lignes de force. Par exemple, si on regarde Galatée, on imagine un ludion, mais en aucun cas ça doit ressembler, ça doit copier la nature. Simplement, c'est comme Léonard de Vinci, il observait énormément la nature, ce qui lui permettait de tirer des lignes de force et de trouver des nouvelles technologies, de nouvelles adaptations pour l'homme. Là, c'est un petit peu cette approche que nous faisons depuis maintenant 20 ans. Et les résultats, je dois avouer, sont assez concluants dans ce sens-là, puisque ça nous a permis de bâtir toute une logique d'architecture et une base de réflexion pour le futur. Je ne suis pas le seul à avoir réalisé des maisons sous-marines. Et heureusement d'ailleurs pour l'avenir de l'humanité, car il n'y aurait que des maisons rougeries, ce serait bien triste que d'un architecte. Non, ce regard sous la mer, d'autres l'ont eu bien avant moi, comme Cousteau, et donc ont réalisé, ont rêvé de séjourner sous la mer à travers des maisons sous-marines. Il existe à l'heure actuelle à travers le monde, aussi bien aux États-Unis qu'en URSS, 56 maisons sous-marines qui ont d'ailleurs servi pour la plupart à l'entraînement des astronautes ou des cosmonautes sous la mer, puisqu'il y a énormément de liens, de recherche dans ces milieux extrêmes entre le monde de l'espace et le monde sous-marin. Je vis à Paris à bord de la péniche Saint-Paul et pour mes déplacements, vous voyez cet étrange engin, eh bien, c'est une voiture amphibie. Je vous invite à venir avec moi. Vous voyez, ces deux hélices me permettent de me déplacer sur l'eau, sur la Seine. Nous allons faire une promenade. Alors une fois que je termine mes cours à l'école d'architecture, qui est juste derrière, je prends l'amphicar, rejoins la péniche, car aujourd'hui il y a quand même pas mal de circulation. Alors on fait un dernier petit briefing avant de partir sur l'eau. Voilà. Surtout ne pas oublier les rames, et puis la gaffe, le gilet de sauvetage. Bon, ben, on y va, tout est en ordre. C'est quand même sympa là, vous ne trouvez pas, de pouvoir revenir de la Seine comme ça et revenir sur les quais. Quand je rentre à Paris, j'adore venir ici au pied de la Tour Eiffel pour imaginer tous ces projets du futur. Et pour moi, la Tour Eiffel, c'est le symbole de l'ouverture au XXIe siècle, de toute la technologie, de tout le futur, de tout ce que les hommes ont pu imaginer, même la conquête de l'espace. La conquête de l'espace est née à partir de cette Tour Eiffel pour moi. Donc c'est un art de vivre du début du siècle, de la fin du siècle dernier bien sûr, et du commencement avec la voiture, le chemin de fer, l'avion, toutes les technologies qui ont abouti à l'heure actuelle à l'informatique et l'espace, comme je vous l'ai dit. Et j'imagine Jean-Loup Chrétien, quand il est là-haut, et qu'il voit cette immense
planète, la planète mère bien sûr, et que moi je vois Paris. Paris déjà, ça m'émerveille vu d'ici. J'aimerais aller dans l'espace aussi. Vous ne trouvez pas que la Tour Eiffel est restée extrêmement moderne, contemporaine? Regardez comme elle a été lancée. Elle n'a pas vieilli, elle n'a absolument pas vieilli à travers ce siècle. Elle reste très moderne. Elle est pour moi un des grands symboles de l'architecture qui restera au XXIe siècle. C'est d'ailleurs, elle a fait, dans l'imaginaire des hommes, elle a fait vraiment naître toutes ces histoires de l'épopée de Jules Verne, toutes ces conquêtes. On a marché sur la Lune, ou 20 milieux sous les mers. Et elle représente tout ce monde du futur. La Tour Eiffel est le symbole des technologies du XXe siècle et l'eau sera la préoccupation du XXIe siècle. Et pour sensibiliser à cette préoccupation, puisqu'au XXe siècle, on peut dire qu'on a quand même pas mal gaspillé l'eau, nous avons imaginé, avec toute une équipe de chercheurs, une grande nef, c'est la Cité de l'eau, donc une structure qui reposerait sur ce fleuve, sur le boulevard de la Seine, à 2 pas de la Grande Bibliothèque de France, c'est-à-dire de l'autre côté du pont, par rapport à ce quai. Et donc c'est une structure flottante de 120 mètres de long par 25 mètres de large, avec une flèche de 70 mètres de haut, qui serait le symbole donc de cette architecture du XXIe siècle, de ces technologies nouvelles, qui renfermerait à l'intérieur tout un centre pédagogique, soit pour les chercheurs, soit pour les classes, pour mieux faire comprendre ce que représente la rareté de l'eau au XXIe siècle. Car ça va être vraiment un des grands problèmes du XXIe siècle. La plupart des grandes villes à travers le monde se sont développées à travers leurs histoires le long de leurs fleuves. Malheureusement, l'urbanisme a abandonné, a tourné le dos à ces fleuves. On espère que donc le XXIe siècle, les villes vont retrouver leur histoire et ce fil conducteur qui est par exemple le boulevard de la Seine. Ici, c'est le lieu où vraiment depuis, bon, c'est la maison familiale, c'est le lieu où je viens très souvent me ressourcer face à l'océan et face à ce lieu magique pour moi d'enfance à Loquémo, donc en Bretagne, en haut de cette falaise. Et c'est un point de repère. Ce lieu rappelle l'Irlande, l'Écosse, la Galice. La Galice, j'aime beaucoup la Galice en Espagne, les côtes de Galice. Donc avec ce granit, ces falaises et cette configuration de petit estuaire. Donc j'aime bien me retrouver dans des lieux un peu identiques. Mais j'aime bien parcourir les mers du monde et revenir ici, tel un marin. Mais je ne suis pas un marin, je suis un mérien, un homme du monde sous-marin. Voilà, ici, c'est la maison des amis, c'est là où on boit de bons verres en refaisant le monde et surtout en préparant les expéditions. Donc on parcourt le globe terrestre et par exemple la semaine dernière avec Jean-Louis Etienne, on revenait du Spitzberg, une autre fois c'était les Maldives, plongée aux Maldives, donc des endroits très différents. Et donc dans cet espace baigné de lumière de ce climat breton, donc tout blanc, ça peut paraître bizarre, mais à Paris, sur la péninsule, c'est tout noir, ici c'est tout blanc. J'aime bien les contrastes, les choses sobres. Et c'est vrai qu'ici, j'aime bien, à chaque fois que je pars dans une expédition, venir réfléchir, préparer cette expédition. La péniche, c'est la création, c'est créer des maisons sous-marines. Ici, c'est la réflexion. C'est une maison qui est davantage faite pour la réflexion face à la mer, face à ce paysage merveilleux. Quand j'étais enfant, j'étais en Côte d'Ivoire, en Afrique, face à l'océan.
Je crois que c'est l'océan. Quand j'étais tout petit, je courais sur la plage tous les dimanches à Abidjan. Et c'est cette grande barre qui était plus grande que moi, enfin la mer qui monte comme ça, qui vient se jeter sur la plage. Et ça me fascinait. Je me rappelle, j'étais fasciné. Et peut-être que ça vient de là, cette passion pour la mer, et puis la chance surtout d'avoir rencontré des êtres humains qui ont voué leur vie à la mer. Mes racines sentimentales sont ici, là, dans cette baie du Yodé et à Lokemo. C'est là que j'ai tous mes premiers rêves d'enfance et puis même les rêves d'adulte. Et tout ce cheminement, ce parcours par rapport à la mer et cette naissance s'est faite ici, dans cette baie. Ici, ce que je ressens, c'est l'aventure est face à moi, face à la mer, et en même temps, je suis bien ancré là, sur ces rochers, je suis bien stabilisé. Il y a une échelle que j'aime bien, cette échelle de ce petit port, de ces pêcheurs, on se connaît tous, ce n'est pas la ville. C'est pas non plus complètement perdu. Il y a une échelle humaine qui me convient très bien. Et je vois qu'il y a quelques tourteaux là. Ouais. Ça c'est. Pour demain, Ouais. dimanche. Et combien de kilos là d'araignées? Oh, bah là, on en a mis Olivier, hein. Il faut 400 kilos ce matin. Combien? 400 kilos ce matin. Ouais. Et vous êtes parti à quelle heure hier? On est parti hier soir à 8h30. Et vous êtes rentré hier? À 8h30 ce matin. Ah ouais. C'est bon. Ouais. J'adore cette nourriture qui vient de la mer, qui est fraîchement cueillie et tout. Et d'ailleurs, dans tous ces coins, ces recoins de cailloux, c'est là que je venais pêcher avec mon grand-père, que je venais soulever les algues pour voir s'il y avait des crabes. Et c'est aussi par là, puisque l'école de voile est juste un peu plus loin, c'est là que j'ai fait mes premières armes pour la voile, puisqu'en optimiste, on partait, ou en caravelle, on partait de cette école de voile et on cheminait là, le long de ce chenal, pour partir donc dans la baie du Yodé et partir en mer. Et c'est aussi ici que je suis arrivé avec l'aquaspace, le trimaran, avec lequel j'ai traversé l'Atlantique. J'ai voulu venir donner un dernier clin d'œil à cette baie avant de traverser l'Atlantique. Et cette mer est très riche en biologie marine et donc c'est ici aussi que j'ai pensé les premières fermes sous-marines, cette reconversion des pêcheurs que nous voyons en agriculteurs de la mer. Puisque les pêcheurs, c'est comme il y a 2000 ans sur la Terre, ce sont des chasseurs et on va passer à l'agriculture de la mer. Et donc j'ai pensé ces fermes de pleine mer, ces fermes d'agriculture de la mer, donc ces paysans de la mer. Robert, viens boire un verre avec nous, s'il te plaît. Pour moi, c'est Cousteau. Voilà. Voilà Cousteau. Allez, qu'est-ce que tu prends? Un petit rouge. Un petit rouge. On peut donner un petit rouge à Robert? Pas trop, hein. Et t'es pas sorti, là? T'as pas été pêché, Cette chapelle représente aussi pour moi toute mon enfance, dans le sens où je venais avec mes grands-parents régulièrement à la messe. Et j'aurais aimé, quelque part, je reconnais, que toute la famille soit réunie autour de cette chapelle, puisque vous avez autour ce cimetière face à la mer, un petit peu comme Paul Valéry, le cimetière de Paul Valéry. Et c'est vrai que pour moi, c'est une façon de retrouver ces liens dont je vous ai parlé, ces racines, et cette continuité par rapport à l'existence, de retrouver toute cette famille réunie en ce lieu. Voilà, pour moi, c'est Lokemo. C'est vrai que j'aime ce contact physique avec cette mer, cet océan. J'aime la douceur de ce cadre, de ce site, donc de cet endroit où la maison là-haut est perchée. Et ça me change de la ville où je dois passer la plupart du temps pour ces expériences, pour monter ces opérations liées à l'architecture et la mer. Et là, je me ressource. Non, souvent on me pose la question,
pourquoi je n'ai pas fait d'architecture terrestre? Pourquoi je ne me consacre pas plus à l'architecture terrestre? Non, pas du tout. Je ne suis pas. Je ne suis pas l'architecture terrestre. Il y a plein de choses à faire encore sur Terre. Et c'est vrai qu'il y a de vrais problèmes qui se posent dans notre civilisation, dans les cités dortoirs. Mais non, mon rêve est ailleurs. Mon rêve est sur l'eau. Mon rêve est de bâtir ces maisons sous-marines. Et donc j'ai envie de vivre ces rêves. Voilà, tout simplement. Tout ce que vous avez pu voir, tous les projets que nous avons, sur lesquels nous travaillons, sur lesquels nous rêvons depuis ces 20 ans, ne s'adressent pas vraiment au grand public, au niveau des maisons sous la mer. L'humanité ne retournera pas sous la mer. On peut faire ponctuellement des villages sous la mer à but de vacances, mais c'est très ponctuel et il n'est pas souhaitable, à mon avis, de le développer à trop grande échelle. Donc la mer est un territoire qui sera réservé à l'économie, à la connaissance et au ludique en partie, mais très très peu. L'homme est très bien sur la Terre, le devenir de l'humanité n'est pas sous la mer. Mais la connaissance pour la planète et la gestion de cette planète passe par la mer, donc il est important de créer des outils tels que ces maisons sous-marines, qui sont des outils complémentaires aux outils existants à l'heure actuelle pour la recherche scientifique. On a la chance d'être à la naissance de cette civilisation des Mériens. On est à la naissance depuis une quarantaine d'années, donc 2 générations, et j'ai la chance de vivre cette naissance et c'est cette passion qui me pousse de pouvoir participer à cette naissance, à cette évolution. Et c'est ça mon regard sur le futur. Et c'est ça la joie que j'ai de travailler dans ce milieu avec ces équipes pluridisciplinaires à travers le monde. Cette joie de préparer pour les enfants de demain, ces futurs ambassadeurs de la mer, de les préparer à comprendre cet univers. Et c'est pour ça que nous créons aussi des engins qui puissent amener ces mômes sous la mer, qu'on crée ces classes de mer, donc ces structures flottantes aux ambiers. C'est pour ça qu'on crée ces centres de la mer sur Terre, pour qu'ils puissent appréhender ce milieu, et c'est eux les décideurs de demain. Donc c'est eux les hommes politiques dans une génération et les grands industriels, les capitaines d'industrie, qui décideront du rapport de l'homme et de la mer. Je crois au futur, je crois aux générations futures, je crois au recalage de nos sociétés, et donc moi je regarde devant, je ne regarde pas derrière. Je m'appuie sur le passé pour créer le futur. Donc ces recherches d'habitat sous-marin nous amènent à être un petit peu aventuriers des temps modernes, de la même façon Jean-Loup Chrétien, quand il part dans l'espace, c'est un aventurier des temps modernes. Jean-Louis Etienne, c'est un aventurier des temps modernes quand il part au pôle Nord. Ce sont des enfants d'ailleurs de Jules Verne quelque part, toutes ces conquêtes. Et donc il y a un lien entre nous tous et on participe le plus possible. On va vers l'espace en partant, en assistant au départ d'une navette spatiale. On va sur Antarctica, au Spitzberg, pour désenclaver Antarctica des glaces. Je les invite dans l'Aqualab ou l'Aquascope ou l'Aquaspace participer à ces recherches que nous faisons de maisons sous-marines. Donc il y a un lien très fort entre nous tous et on est un petit peu, je vous dis, les explorateurs des temps modernes. Il y a une dizaine d'années, j'avais le sentiment que j'avançais pas assez vite, que ça n'allait pas assez vite, que je réalisais pas assez vite ces projets. Et maintenant, c'est un petit peu l'inverse. J'ai la sagesse d'attendre, je comprends très bien qu'un projet puisse prendre des années. Et toute conquête a des hauts et des bas, est gérée par des lois qui sont les lois de l'économie. On est dans un moment bas de l'économie, mais ça me donne plein de punch pour le futur. C'est-à-dire que c'est maintenant qu'il faut au contraire essayer de positionner ces projets qui verront le jour dans les 5-6 ans à venir. Je pense que l'évolution de l'humanité se fait avec des secousses, bien sûr, mais se fait très très lentement et doit se faire très lentement, s'adapter, vérifier, revenir en arrière, repartir en avant assez brutalement. C'est la conquête de l'espace. C'est quoi? C'est 2 générations, même pas, à peine. On en est déjà très loin.
c'est la conquête du monde sous-marin. 2 générations, on en est quand même très loin, et pas suffisamment loin, parce qu'on voudrait aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Moi, j'aimerais qu'on soit déjà sur Mars, sur Jupiter, j'aimerais voir ça, participer à cette aventure humaine, d'une façon ou d'une autre. Pourquoi pas imaginer, c'est pas de l'utopie, c'est de la science-fiction, bien sûr, que des enfants vont naître dans l'espace. Ils n'auront pas ces points de référence culturelle, de ces goûts, de ce paysage, de tel ou tel endroit de la campagne française ou de la Bretagne. Donc eux, leur jeu, leur plaisir, leur référent, ce sera regarder les étoiles, l'espace, la station orbitale qui tourne autour de Mars. Donc il n'y aura pas de manque. Le manque, c'est s'ils reviennent sur la Terre, dans mon village de Lokemo, eh bien, ils penseront qu'ils ont envie d'avoir un contact avec la station orbitale là-haut qui tourne autour de Mars.